Salut Arnaud, j'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'avoir sur ces vocaux. Je voulais parler aujourd'hui avec toi d'EVP, donc d'Employee Value Proposition, que tu m'en dises un peu plus étant donné que tu es l'expert international du sujet. Eh ben, bonjour Inès. Merci pour cet échange, c'était très cool. Et puis je suis ravi de discuter d'EVP avec toi. Et effectivement, tu as raison, hein, on est nombreux à se planter sur le sujet et notamment de faire une confusion avec ce qu'on va appeler la marque employeur ou le marketing RH. Et en fait, l'EVP, c'est ce qui va nourrir cette marque employeur, notamment en allant obliger les entreprises qui s'y intéressent à réfléchir à quatre sujets principalement. Le sujet numéro un, c'est tout ce qui va concerner compensation benefit, les aspects salaires. Évidemment, tu as un pilier de l'EVP qui concerne la culture de l'entreprise. Un autre pilier qui va concerner la gestion des carrières, les mobilités, la montée en compétences, la gestion de la formation. Un autre pilier qui va concerner le climat, les avantages et tout ce qui pourrait être une grosse catégorie un peu fourre-tout autre. Et je rajouterais, moi, un autre pilier qui serait celui du travail, finalement. Qu'est-ce que je fais dans cette entreprise? Quelle est la contribution, etc. Ça se rapproche un peu de la culture, mais ce serait un pilier un peu différent. Donc c'est hyper cool de se pencher sur la question de l'EVP parce que ça va obliger une entreprise à aller se poser des tas de questions sur qui elle est, où elle va, les moyens, les objectifs, la strat, etc., etc. Et aujourd'hui, je profite de l'occasion parce que j'ai un cas assez spécial à te partager. C'est celui de la mise en place d'une action particulière qui a trait à cet employee value proposition dans un secteur très concurrentiel qui est celui des cabinets de conseil. Et c'est parti d'un constat très simple, c'est que ce cabinet de conseil mais galérait au plus haut point pour notamment recruter et fidéliser des profils juniors. Ils se sont consacrés pendant des années au recrutement de ce qu'on va appeler les A-players, mais des A-players très fondés sur le diplôme et pas forcément tout le reste. Et on s'est retrouvé avec des juniors qui étaient déçus par les missions qu'on pouvait proposer, des juniors surtout qui ne candidataient pas. En gros, en résumé, un décalage gigantesque entre la cible et ceux qui candidataient réellement chez nous. Et donc, il a fallu se poser la question à un moment donné de ce qu'on allait pouvoir mettre en place après des petites actions cosmétiques. Il a fallu aller creuser un petit peu plus profondément. Et c'est là où on a mis le doigt sur des sujets qui ont trait à ces fameux piliers d'EVP dont je te parlais il y a quelques instants. D'accord. Et concrètement, comment tu as mis en place justement ce gros chantier-là? Qui est-ce que tu as mobilisé? Voilà, quelles sont les étapes par lesquelles tu es passé? Concrètement, comment ça s'est mis en place? C'est venu du terrain dans un premier temps, notamment des forums écoles et des interventions qu'on pouvait mener, que ce soit dans les écoles de commerce ou les écoles d'ingénieurs d'ailleurs. Et on a fait un truc qu'on oublie assez régulièrement, en fait, quand on fait du recrutement, notamment, c'est d'écouter les candidats et d'écouter leurs trouilles, leurs doutes, leurs questions, leurs interrogations. Et on s'est nous posé la question en se disant, mais comment ça se fait qu'en fait les jeunes qu'on souhaite attirer en stage ou en premier job ne sont pas réceptifs au message qu'on envoie? En fait, le message n'était pas bon. Voilà. On avait un positionnement un peu hybride quelque part entre un conseil très opérationnel et des velléités de conseil en strat, sauf que on n'était pas à Bain et on n'était certainement pas le BCG. Et donc, quand tu t'adresses à des candidats qui rêvent d'aller chez Bain ou le BCG en n'étant pas ces gens-là, forcément, tu as un petit peu de mal à les attirer. Donc ça, c'est la première étape, c'est déjà de se poser la question, ce diagnostic interne. Deuxième étape, je le disais, aller écouter les candidats. Et la trouille ou le point de douleur principal qui est remonté, c'est le suivant. On a peur de s'engager. On ne connaît pas bien le secteur du conseil. Et on a peur de s'engager, d'appartenir à une practice ou à une ligne de métier. Et on a l'impression que si jamais on choisit d'aller en finance d'entreprise ou en spécialisation retail ou RH ou peu importe, on sera condamné à faire ça sans pouvoir en sortir pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Et du coup, comme c'est pas hyper clair pour nous, les jeunes, eh ben on n'y va pas. Voilà, ça a été le problème principal qui a été identifié. Et donc, pour répondre à cette problématique-là, parce que c'est venu du terrain, donc des managers opérationnels qui recrutent, c'est venu de la direction des ressources humaines et du département recrutement, eh ben, il a fallu aller chercher le sponsoring du comité de direction. Et dans un secteur comme le conseil, où il y a cette notion de A-players, de représentation, de candidats bardés de super diplômes des meilleures écoles, etc., et ben c'est compliqué d'aller expliquer aux associés du cabinet que peut-être que ces A-players ne sont pas ceux dont on a réellement besoin,
qu'il va falloir adapter notre communication, casser un peu notre image, accepter de dire aussi peut-être plus la vérité sur le contenu d'émission, étape numéro un, et à nouveau étape numéro 2, réfléchir en fait à ce qui va être un onboarding géant qui va durer quasiment un an pour les business analysts, que ce soit des stagiaires ou que ce soit des premiers emplois. On prend la décision, et c'est une décision qui a été prise avec un des associés. L'idée est venue de lui, finalement, et c'est peut-être ça qui a permis la mise en place beaucoup plus rapide. Euh, Cet associé nous a dit, ben voilà, moi ce que je vous propose, on étudie le sujet, faisons en sorte que pendant la première année d'expérience, on n'attache pas les business analysts à quelques practices ou à quelques lignes de métier que ce soit. On va avoir deux cas de figure. Soit les jeunes savent précisément quelles sont les missions qu'ils ont envie d'effectuer, à nouveau, que ce soit en IC, en RH, en retail, en orga, peu importe. Eh ben, ok, très bien, ils feront des missions qui seront en ligne avec leurs aspirations et leurs compétences. S'ils ne savent pas ou qu'ils hésitent, eh ben, on va leur proposer pendant un an de toucher à plusieurs choses. Et le choix n'interviendra que plus tard. Donc ça a été une révolution pour cette entreprise. Et on a adossé ça à des programmes de formation, de la montée en compétences, la découverte des métiers, des ateliers plus participatifs avec les consultants, les seniors consultants, etc. De sorte en fait de faire découvrir de manière très pratico-pratique les différentes opportunités au sein du cabinet et plus généralement de faire découvrir à ces jeunes entrants sur le marché de l'emploi ce qui est la réalité du monde du conseil avec ses difficultés et ses avantages également. Est-ce que tu peux juste me préciser combien de temps ça a pris au total et puis les résultats que vous avez pu observer? Ah, en termes de mise en place, c'est un projet au long cours, hein. C'est clairement pas quelque chose qui se décide sur un coup de tête. Entre le diagnostic qui a été posé, le fait d'aller chercher l'info, d'analyser la data, parce que t'es pas sans savoir que quand on fait un salon et qu'on va au contact des étudiants notamment, on peut facilement repartir avec 150, 200, 300 CV, 300 candidatures et autant de questions. Je dirais qu'entre ouais, ces premières étapes, la réflexion, les premières hypothèses, le test, etc., on a mis quasiment 6 mois avant de trouver la bonne carburation sur cet onboarding XXL sans coloration finalement. Et les résultats, on a commencé à les voir peut-être au bout d'un an et demi. Pourquoi? Parce que tu as des stages de 6 mois déjà. Donc tu avais un premier jalon à ce moment-là. Et puis les passages de grade de analyste à consultant se font en général au bout d'un an, voire un an et demi. Et c'est là qu'on a pu constater deux choses. Un, on a eu une accélération, alors c'est paradoxal, ce que je vais dire, mais on a vu une petite hausse du nombre de départs post-stage et au passage de grade. Parce que on a mené des exit interviews qui nous ont révélé aussi que les gens étaient très contents de leur expérience, ils avaient appris plein de trucs, mais ils se sont rendus compte que c'était pas le métier qu'ils avaient imaginé. Et quelque part, moi, en tant que RH, je me dis c'est une bonne nouvelle parce que il vaut mieux une séparation rapide en bon terme qu'un mariage malheureux et des relations difficiles au long cours. Et ça s'est aussi traduit, et ça c'est le côté très positif, mais on l'a vu à plus long terme, on l'a vu au bout de 2 ans quasiment, que les pics de turnover qu'on avait plus tard, et ben ceux-là ont diminué. Donc d'un côté, on a eu une hausse qualitative du recrutement, ça nous a permis d'attirer des gens qui spontanément n'étaient pas forcément attirés parce qu'on avait un élément différenciant. Premier point. Deuxième point, un cabinet de conseil qui dit la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, sans enjoliver, c'est pas mal. Ça peut être un principe intéressant. Euh, donc l'expérience s'est avérée dans l'ensemble positive, même si effectivement elle n'a pas été que facile à vendre, notamment parce que ces résultats ne se voient qu'à moyen ou à long terme. Ok, et avec le recul, est-ce que tu as des enseignements que tu pourrais partager sur la mise en place de cette CVP? Alors sur les enseignements d'une opération pareille, il y en a plusieurs. Je dirais que la première leçon qui a été tirée, c'est la difficulté de vendre le projet en interne. Parce que tu vends quelque chose sur lequel le retour sur investissement, il est quand même assez loin dans le temps. Et donc, il faut se baquer, il faut arriver avec des chiffres, il faut arriver avec un coût d'acquisition par candidat qui soit clairement établi, il faut émettre des hypothèses qui vont illustrer le fait qu'on va diminuer ce coût d'acquisition. Et donc, enseignement numéro 2, une action d'EVP ne peut être menée que collégialement. On a besoin de travailler avec tout le monde dans l'entreprise.
Alors, je le disais, hein, l'info, le constat, il est venu du terrain, ça a été relayé par les RH, par les managers opérationnels. C'est un associé qui s'en est emparé, on a travaillé ensemble, mais derrière, c'est la direction financière, c'est la direction marketing. Enfin, c'est tout le monde se met en œuvre simultanément, en mode gestion de projet, finalement, pour qu'on arrive à quelque chose. Mais voilà, sans chiffres, sans hypothèse financière, notamment sur le coût du turnover, sur le coût d'un time to fill qui se rallonge, etc. C'est quand même assez difficile de vendre le truc. Donc ça, c'est premier enseignement. Deuxième enseignement, c'est que la phase d'audit, comprendre ce qu'on est, ce qu'on fait et ce qu'on vend finalement aux collaborateurs et aux candidats, cette phase d'audit, elle n'est pas simple parce qu'on va peut-être entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et je vais même aller plus loin. Cet audit, c'est pas simplement poser des questions aux gens qui sont déjà là et aux gens qu'on a envie d'avoir, c'est le faire à 360 à l'extérieur de l'entreprise. C'est aussi aller poser des questions sur la perception qu'on a de l'entreprise chez les prestataires, chez les partenaires. Donc, c'est ce qu'on a fait et je pense que ça a amené un petit peu de valeur ajoutée dans la démarche. Et puis, dernier enseignement, et c'est ce que je te disais en intro, pourquoi est-ce qu'on fait cette confusion régulièrement avec des actions de marketing RH? Si on veut faire quelque chose qui dure dans le temps, qui soit efficace, il faut se pencher sur cette question d'employee value proposition. Ça nécessite d'aller faire ce travail d'investigation en profondeur qui est hyper cool. Et ça va permettre aussi de ne pas simplement faire des coups d'éclat de marque employeur, mais d'avoir quelque chose qui soit construit, réfléchi et qui puisse s'adapter en temps réel parce que dans ce sujet-là, comme dans beaucoup d'autres, absolument rien n'est figé et il faut être capable de se montrer très réactif. Bien, merci Arnaud pour tout ce que tu nous as appris et pour ton temps, et puis à très vite.